Dans le dernier grand webinaire de la saison, un webinaire sur, une fois de plus, une problématique éminemment stratégique, une cible désirée, désirable, qui va peut-être sauver le luxe de la décroissance. Alors, la difficulté, c'est que cette cible, déjà, elle est assez réduite, donc c'est les high net worth, les hyper high net worth. Ici, elle est réduite, mais toutes les maisons les chassent. Donc, vraiment, la dimension de les comprendre, de les saisir, d'avoir leur singularité, va guider ce grand webinaire qui est fait en collaboration avec Capgemini Advent, Capgemini Frog, ici présent. Et vous allez avoir, comme d'habitude, du pragmatisme et, une fois de plus, une table ronde exceptionnelle de marques qui vivent au quotidien cette cible redoutable. Nicolas Rebet, patron du Retailoscope, qui m'accompagne comme chaque webinaire. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Tu vas nous présenter notre grande table ronde. Merci à tous d'être là ce soir. Et effectivement, comme l'a dit Eric, on a un panel extrêmement large avec nous pour suivre la vie des ultra high net worth. Donc, on va commencer tout d'abord avec Anne-Laure Colcy. Tu es executive vice-président Capgemini Invent en charge du secteur luxe au sein du cabinet. Chiara Allegri, qui est International General Manager Carita. Simone Gibertoni, CEO de la clinique La Prairie. Marie Leroy, marketing, CRM et digital à l'hôtel Ritz. Mathilde Miner, tu es Global Private Client Relation Director chez Moet NC Private. Isabelle Claire, CEO d'Aéroaffaires. Et enfin, Thomas Prévost, Head of French Operation Director and Digital Partnerships chez Crypto.com. Donc, vous le voyez, une diversité extrêmement vaste avec nous ce soir. Et nous allons très, très vite commencer avec Anne-Laure Colcy, qui est une excellente étude sur les ultra net worth à nous partager. Anne-Laure, je te laisse donc la parole et tu vas commencer ce webinaire. Bonsoir à tous et merci de me recevoir, de nous recevoir ce soir. Alors pour moi, effectivement, c'est l'occasion, puisqu'on est en plein dans le thème, de vous donner un peu un état des lieux d'une étude qu'on a été amené à réaliser avec Frog auprès d'un très large panel de high net worth ou ultra high net worth, donc ces clients extrêmement fortunés. Et vous allez voir les particularités de cette étude. D'abord, c'est qu'elle est globale. Et puis, surtout, c'est qu'on a posé des questions de consommation assez poussées. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de regarder ensemble pour vraiment comprendre les aspirations. Je n'ai pas le retour de ce que vous projetez. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, pas encore. Voilà, on va projeter l'étude. Et la voici. Trop bien. Alors peut-être pour commencer un petit état. Oh, c'était bien. Un petit état des lieux du panel. C'était pas pour rentrer dans de la méthodologie, mais véritablement pour vous donner un peu une carte d'identité de qui sont ces personnes qu'on a été amené à interroger. Il faut savoir que depuis 30 ans, nous menons une étude dans les services financiers qui nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments sur la gestion de fortune. Donc, pas du tout sur de la consommation jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ça nous permettait de toucher ce très large panel, vous voyez, de près de 6500 individus au niveau global, ce qui est assez unique, et surtout de les toucher dans une relation de confiance, puisque nous n'intervenons pas directement dans le cadre de ce questionnaire, mais c'est bien par leur family office, leur banquier ou leur conseiller personnel financier qu'ils ont pu avoir vraiment un échange en one-to-one et essayer de décortiquer ces sujets de consommation. Alors très rapidement, si on va donc sur le slide suivant, il faut comprendre donc ce panel est réparti en 3 types de high net worth, ceux qu'on a appelés les millionnaires next door, mais qui sont déjà des gens qui ont une surface activable en termes d'investissement financier entre 1 et 5 millions de dollars, puis ceux qu'on a appelés les mid-tier millionnaires qui ont entre 5 et 30 millions de dollars, et puis les fameux ultra high net worth. C'est cette clientèle très 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 ciblée et désirée qui sont les individus ayant plus de 30 millions de dollars. Et je le redis, donc c'est pas l'ensemble de la surface financière, hein, c'est bien ce qu'on appelle l'investment asset, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent dépenser comme bon leur semble. Et sur ces plus de 2000 individus ultra high net worth qu'on touche, il faut savoir qu'on estime que ça représente à peu près 1% de la population mondiale des ultra high net worth et qui sont estimés entre 230 et 250 000 individus aujourd'hui.
Si on va juste sur le slide suivant très rapidement, on a également fait un split, on va dire, par génération, puisque c'est effectivement très intéressant aussi de voir le découpage. Et donc, vous voyez qu'on a une représentation des Gen Z, Gen Y, Gen X et Baby Boomers, ce qui va nous permettre de donner du relief à ce qu'on va avoir apparaître. Et puis, voilà, notre troisième marqueur de répartition est géographique, très simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous permettrait là aussi de montrer quand il y a des aspérités d'une géographie à l'autre. Donc, première question qu'on a posée à ce panel, c'est combien typiquement est-ce que vous dépensez annuellement en produits et expériences de luxe? Alors, on a essayé de tordre un peu le cou, vous savez, à cette tendance qui fait très peur à l'industrie de luxe fatigue. Et on a un premier insight, je pense, qui est plutôt optimiste, qui dit que globalement, les populations aisées continuent encore à dépenser beaucoup, puisque vous le voyez, on a près de 50% de nos répondants qui déclarent dépenser plus de 100 000 $ par an et 6% d'entre eux même au-delà du $1 million. Voilà. Ce qui est quand même très intéressant de regarder ici, vous l'avez vu, on a des groupes géographiques différents. C'est que le phénomène de luxe fatigue, c'est quelque chose qu'on ressent au niveau des marchés matures, européens, américains et japonais principalement. À l'inverse, les marchés en très forte croissance ou les nouveaux marchés, et en tête aujourd'hui l'Inde et le Middle East, vous ne voyez aucune tendance de luxe fatigue. Les montants dépensés sont très importants et surtout le pourcentage par rapport à la surface financière est de plus en plus important. Si on va sur la question suivante, c'est une question qui va faire écho avec certains de nos invités aujourd'hui. Vous allez le voir, puisqu'on a demandé quelles étaient les 3 catégories préférées au sein du luxe, les 3 segments de consommation préférés. Et donc, ce qui apparaît, à mon avis, pour l'une des premières fois dans cette étude, c'est le fait que travel et hospitality, je fais un petit clin d'œil au Ritz, entre autres, apparaît comme la première catégorie préférée par l'ensemble de notre panel, avec une très forte consistance, quelle que soit la géographie, quelle que soit la génération et quel que soit également le niveau de richesse. C'est numéro 1 quasiment partout. On voit que fashion accessories arrive en numéro 2, automobile en numéro 3 et beauty en numéro 4. Ce qui est quand même intéressant de remarquer, c'est sur le slide suivant, c'est qu'on a un effet, et on y a mis un petit clin d'œil de biais de genre, puisque travel et hospitality est bien la catégorie préférée hommes et femmes, mais néanmoins, si on divise notre panel en 2 par genre, on voit que beauty arrive en numéro 2 pour les femmes et automobile en numéro 2 pour les hommes. Ensuite, fashion et accessories en numéro 3, quel que soit le genre. Alors, au-delà du clin d'œil, ce qui est quand même très intéressant, évidemment, c'est de regarder tendanciellement comment tout cela évolue et évidemment de pouvoir ensuite faire du détail sur chacune de ces catégories. Et j'ai envie là de vous dire un mot peut-être sur la beauty, puisque nous avons également Carita et Cara qui vont être là ce soir. La beauty, c'est un secteur qui est de plus en plus plébiscité, et ce qui est peut-être un petit peu contre-intuitif, c'est que de plus en plus par les jeunes générations, alors même que beaucoup de marques de beauty ces dernières décennies avaient largement investi dans le aging well, l'augmentation, vous savez, du bien-être et de la beauté over time, alors qu'on voit que même si ce sont des choses qui vont intéresser y compris les plus jeunes, plus les consommateurs sont jeunes, plus les pays sont émergents et naissants aussi sur ce marché du luxe, plus ils plébiscitent ce secteur de la beauty. Slide suivant. Et là, on est sur une dynamique, vous allez voir. On a aussi posé la question, comment est-ce que vous envisagez de devoir évoluer ces dépenses dans le temps? Puisque c'est super d'avoir des infos en statique, mais c'est quand même intéressant de voir aussi des logiques de projection. Et donc, comment ça va évoluer ces 2 prochaines années? Moi, j'adore dire que ce slide est le visage de l'optimisme, puisque nous avons près de 70% de notre panel qui nous présente une volonté d'augmentation de leurs dépenses de luxe ces 2 prochaines années, et donc près de 40% de plus de 10%. Donc, on n'est pas sur une simple augmentation à la marge pour être en correction d'un effet de taxes, de tarifs ou d'inflation. On a bien un très fort optimisme. Peut-être slide suivant, ce qui est intéressant là aussi, c'est de regarder un peu plus précisément qui sont les champions de l'optimisme. Alors, pardon, elle est pas très lisible, je m'en rends compte, mais je vais vous faire la bande son très rapidement. En termes de génération, là aussi, c'est magnifique. Ce sont les plus jeunes, ce sont les Gen Z qui sont les plus optimistes en termes d'augmentation des dépenses ces 2 prochaines années.
En termes de niveau de fortune, plus on est riche, plus on est optimiste. C'est pas une grande surprise, mais effectivement, la clientèle la plus désirable, la plus désirée est aussi celle qui imagine dépenser encore plus demain. Et en termes de zone géographique, et je pense que là c'est très intéressant, dans l'ordre, le trio de tête, c'est Inde, Middle East et États-Unis. Donc les États-Unis qui sont eux aussi très optimistes, et peut-être juste avec un clin d'œil à l'Inde qui annonce qu'ils vont, au sein du panel indien, augmenter leurs dépenses à plus de 92%. Donc on voit où sont aussi aujourd'hui les nouveaux consommateurs les plus optimistes et les plus projetés vers l'avenir. Voilà. Très rapidement, une dernière question. On leur a demandé, comme on leur a demandé de choisir la catégorie préférée, on a demandé à tous ces gens aussi, mais globalement, on a aussi envie de savoir quel est votre niveau de satisfaction. Voilà, pas le niveau de satisfaction sur les produits ou les services en tant que tels, mais véritablement sur cet usage de consommation, sur l'acte de vente, sur la prise en charge, sur le conseil qu'ils ont pu recevoir. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Et est-ce que finalement, ce qu'on essaie de mesurer, c'est est-ce que les clients fortunés sont des clients faciles à satisfaire? Et de manière plutôt surprenante, la réponse est quand même oui. Vous voyez, on a commencé comme ça. Ce sont plutôt des consommateurs heureux. Ce sont des consommateurs heureux puisqu'à 78%, c'est quand même très important. Ils nous ont répondu catégorie par catégorie qu'ils étaient soit satisfaits, soit très satisfaits. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger déjà avec quelques maisons, avec quelques corporates qui me disaient « Ouh, satisfait, c'est pas suffisant. Nous, on va seulement regarder les très satisfaits et pour tous les autres, il faut progresser. » Même si évidemment je comprends, je rejoins ce discours et on a de très nombreux verbatims dans l'étude, donc c'est toujours intéressant de voir comment progresser, y compris quand le client est satisfait. Mais ce qui m'intéresse quand même tendanciellement là, c'est de voir que ça rebat quand même un peu les cartes de l'ordre des catégories. Parce que vous le voyez, c'est vraiment la joaillerie et l'horlogerie qui va sortir en numéro 1 en termes de satisfaction client dans le cadre de l'expérience d'achat, du conseil et de l'accompagnement. Et Travel et Hospitality est à peu près en milieu de classement, là où Beauty, à l'inverse, va être un tout petit peu plus loin dans le classement et dans la satisfaction. Et donc, si on va juste sur le slide suivant, avant de passer la main à mes camarades, peut-être quelques éléments de focus là aussi sur la Beauty. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'ensemble des verbatims qu'on a, ce qui est vraiment plébiscité en termes de satisfaction, ça va être la qualité des produits, la performance, tout le travail qui est fait autour de cette reconnaissance de la performance. Le plaisir, la sensorialité, la capacité à être un segment du luxe très transformant pour le self-esteem, pour se sentir mieux, pour se sentir élevé dans la vie. Et puis également tout ce qui va être routine. Et en particulier chez les plus jeunes, ça c'est quelque chose qui est vraiment safe space, très rassurant. Et donc tous ces sujets-là sont les sujets de satisfaction. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un petit peu moins bien classé? Ce qui va ressortir en négatif, c'est tout ce qui va être lié à l'acte vraiment d'achat, à l'engagement dans un certain nombre d'espaces qui n'est pas toujours dédié au luxe. Alors, je sais que chez Caritas, c'est l'inverse. Alors, ce serait intéressant d'avoir l'éclairage opposé, mais en particulier, quand on va se retrouver dans des modèles de distribution qui peuvent être mixés un peu plus mass market et parfois un peu plus premium et luxury, que ce soit d'ailleurs en digital ou en brick and mortar, on voit que ça crée quand même une certaine déception chez le consommateur qui de plus en plus va avoir envie d'avoir un conseil très, très, très ciblé et puis finalement un niveau de service et d'accompagnement pour qu'on le chouchoute, pour dire la chose très simplement, comme dans tout autre segment du luxe, alors même que c'est vraiment un segment sur lequel il envisage de dépenser de plus en plus. Voilà ce que je pouvais dire. Je crois qu'il me reste peut-être un dernier slide. Vous allez voir, ça va aller très vite. J'ai un petit warning. La Gen Z, vous l'avez vu, elle est très dépensière. Elle veut dépenser de plus en plus. Elle est très optimiste, mais par contre, quand on mesure son taux de satisfaction, là, c'est ce qu'on a appelé the big fall, puisque overall, c'est-à-dire toute catégorie confondue, il y a entre 7 et 11 points de satisfaction en moins quand on compare la génération Z aux autres générations. Ce que ça nous évoque quand même, c'est que le niveau, le standard des expériences a plutôt été construit pour les générations passées et qu'il y a très clairement besoin d'un petit refresh pour la Gen Z. Et vous allez le voir, on en parlera un peu plus tard. Dans ce qui est important pour eux dans les actes d'achat aussi, ils ont plus de neutralité. Donc, leur satisfaction, attention, la Gen Z, ils sont un peu en recul. Le Beauty Challenge, j'en ai parlé et c'est très, très, très lié au sujet vraiment de l'acte de consommation, là encore, et de la déconnexion finalement entre désirabilité et delivery. C'est comme ça qu'on l'a baptisé.
Et puis, comme on a aussi parmi nos invités ce soir quelqu'un qui va venir nous parler vin et spiritueux avec Moët, j'avais envie de faire un petit clin d'œil sur la question: est-ce qu'il existe toujours un Eldorado pour les vins et les spiritueux? Alors évidemment pour nous la réponse est oui, c'est un grand oui, mais jusqu'à présent c'est vrai que dans le milieu des spiritueux, quand on était en réflexion sur la recherche d'un nouveau marché, de nouveaux leviers de croissance et de business développement, on avait tendance à aller chercher des nouveaux marchés, qu'ils soient en Asie, qu'ils puissent être aux États-Unis ou en Amérique latine. Là, il se trouve que les nouveaux marchés forts et émergents, que ce soit le Middle East ou l'Inde, ne sont pas consommateurs d'alcool pour des raisons culturelles. Donc, cette recherche d'expansion, finalement, aujourd'hui, ne peut plus du tout se faire d'un point de vue géographique. Nous, notre croyance très, très forte, c'est qu'elle se fera sur un sujet beaucoup plus expérientiel, beaucoup plus en lien avec ce monde de l'hospitalité, du travel, de la joie de vivre et de l'expérience, et que c'est bien là-dessus qu'il faudra aller développer et trouver un Eldorado sur Wine and Spirits. Je suis sûre que notre invité nous en dira un mot tout à l'heure. Merci Voilà. Anne-Laure pour cette première partie, parce que c'est que la première partie, tu vas creuser d'autres éléments. Je vois déjà qu'il y a des questions par rapport au rapport prix, l'importance du prix pour ces cibles, est-ce qu'elle est là ou pas? En tout cas, une étude assez exceptionnelle, le fait d'avoir plus de 6600 répondants, vu cette cible, c'est vraiment une performance. C'est pour ça que ces insights sont précieux et concrets, et on te remercie. Alors, si je fais le plan de nos interventions, nous aurons 3 parties sur ces nouveaux désirs. Et justement, Anne-Laure, tu l'introduisais, vraiment, c'est l'émergence de la beauté, une beauté transformative et longévité. Donc, notre première partie de ce webinaire se fera donc avec Carita et La Prairie, où on va travailler cette notion de beauté. La deuxième partie, on va être dans une dimension d'hospitalité globale, j'ai envie de dire. Et la troisième partie sera plus technologique. Donc, vraiment, on va découvrir ces désirs au plus vraiment dans le sens et dans ces éléments de différenciation pour ne pas être dans l'énième. On en a vu beaucoup de webinaires sur les high networks. Et ce qui est intéressant, Alain, c'est dans l'étude montre qu'il y a des changements tant tomber dans cette luxe fatigue. Donc, on attaque immédiatement sur notre première partie beauté avec Chiara Allegri, International Manager Carita. Bienvenue, Chiara. J'ai envie de te dire, que Merci Eric, bonsoir. Tu as vu cette étude extrêmement intéressante avec en même temps toute la potentialité de la beauté, mais aussi une insatisfaction. Donc, ça, c'est excellent ici et j'ai l'impression que c'est, entre guillemets, la maison Carita, c'est la maison de beauté qui répond, entre guillemets, à cette insatisfaction à travers une expérience totalement extraordinaire. Est-ce que tu peux nous présenter cette maison unique ? Oui, avec plaisir. Carita, donc, elle a maison, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a maison ultra luxe du groupe L'Oréal. Elle incarne l'excellence et l'art de la beauté parisienne depuis 1945. C'est une maison qui a un héritage légendaire et effectivement un potentiel unique parce que justement, Carita propose tout ce que le luxe moderne représente, c'est-à-dire que Carita est une marque expérientielle, exclusive, hein, donc elle n'est pas du tout distribuée très largement. Elle est basée sur le service et donc ultra personnalisée et correspond parfaitement aux attentes de high net worth individuals et ceux que exprimait tout à l'heure hein, Laure. En effet, au cœur de Carita réside un héritage, en fait un savoir-faire hérité de nos fondatrices, qui est un savoir-faire professionnel. C'est-à-dire que Maria et Rosie Carita, qui se sont installées au 11 Faubourg Saint-Honoré dans le hôtel particulier que nous investissons toujours, un grand hôtel particulier de 1800 mètres carrés. Elles ont bâti non seulement une maison, on va dire non seulement une marque, non seulement un point de vente, mais vraiment une sorte de destination exclusive de bien-être et de transformation. Depuis 80 ans, parce que cette année, on célèbre les 80 ans, plusieurs générations se sont toujours retrouvées chez Carita pour vraiment accéder à cette meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est la vision de Carita encore aujourd'hui, c'est-à-dire que nous proposons une sorte de prise en charge globale de la beauté à travers, bien sûr, des produits, parce qu'on a des produits à très haute efficacité basés sur la
bioénergétique, sur la science de la bioénergétique, mais aussi à travers des services. Nous, on propose des soins du visage, des soins du corps et des cheveux, toujours augmentés par notre beauty tech. Et bien sûr, l'objectif, la vision de la marque est de réactiver les énergies et révéler l'aura de chacun de nos clients. Et dans ce sens, pour répondre à ce que Laura a présenté, nous proposons quelque chose de très expérientiel parce que nous avons ce que nous on appelle des artisans de la beauté, qui sont donc des esthéticiennes, des coiffeuses, des coiffeurs, qui sont un peu des meilleurs ouvriers de France. C'est-à-dire que, par exemple, on a chez nous la championne de France de massage du corps 2024. Et c'est à travers eux que la philosophie Carita prend vie. Et c'est à travers eux que nos clients peuvent vivre des expériences d'excellence ultra personnalisées. C'est dans ce sens que Carita place l'expérience client au cœur de la raison d'être de la maison. Et dans ce sens, on attire bien sûr des high net worth individuals. Et justement, Chiara, tu nous parlais de tes différents clients. Est-ce que tu peux nous dresser une sorte de carte d'identité un peu de tes différents clients aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que ce sont des amateurs d'excellence. Ce sont des passionnés d'hospitalité, d'art, de beauté. Ils ont ce désir de vivre des expériences, de consommer des expériences. En effet, chez nous, chez Carita, on crée des expériences inoubliables dans la mesure où on peut venir chez Carita et passer 1 heure ou alors y passer toute une journée. Vous pouvez venir seul ou alors venir en famille ou entre amis pour faire des soins, des traitements corporels, une expérience capillaire, mais aussi une expérience culinaire parce que nous avons également un restaurant au 2e étage et un appartement privé. Et c'est là où je peux dire que nos clients sont des personnes extrêmement exigeantes qui recherchent l'excellence à la fois dans le service et à la fois dans l'expérience qu'ils vont vivre. Je dirais aussi que quand on vient chez Carita, c'est vraiment pour vivre une forme de déconnexion. C'est une clientèle extrêmement urbaine, celle de Carita, qui vient pour prendre soin de soi, pour déconnecter et reconnecter avec soi-même. Dans ce sens, je dirais qu'on crée un peu une sorte de bulle, un moment suspendu pour nos clients. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent, compte tenu du rythme de vie de nos clients qui sont souvent des personnalités du monde politique, souvent viennent du monde de l'art, ce sont des célébrités et ils ont besoin de prendre soin d'eux. Et c'est cet esprit à la fois d'intimité et de communauté qu'on retrouve chez nous parce que nous sommes une maison et c'est un peu un entre-soi qu'on est capable de recréer chez Carita. Et justement, par rapport à ce développement de la maison Carita dont tu parlais tout à l'heure, toi, tu as été nommé pour piloter en fait une stratégie de conquête et de rayonnement de la marque. Où aujourd'hui en es-tu dans ce déploiement? Oui, en effet, c'est le moment, compte tenu de ce qu'on vient de voir, la population des high net worth individuals est croissante et donc c'est le moment idéal pour aller développer l'influence de Carita et le déploiement international de Carita. Nous en sommes à un moment clé parce que nous pensons que on vendra de plus en plus de produits à travers ce luxe transformationnel et à travers le service. Et on a mis donc au point un business model qui va nous permettre de développer la marque dans les grandes villes du monde pour une croissance long terme. Et donc, on a bien sûr une double stratégie qui est de créer des maisons Carita stand-alone où on pourra vivre toutes les expériences exactement comme au 11 Faubourg. Et également, on veut continuer à développer notre présence au sein des hôtels. Nous sommes déjà au spa de l'hôtel Martinez à Cannes, à l'hôtel Capella à Shanghai, dans plusieurs mandarins orientaux en Asie.
Et bien sûr, maintenant, on va davantage activer la distribution des maisons Carita. Nous avons déjà prévu pour la fin de l'année une ouverture d'une maison Carita à Shanghai, dans le quartier de Xintiandi. À chaque fois, ça va être une maison. La maison Carita sera à chaque fois développée sur 250 jusqu'à 400 mètres carrés. Et après Xintiandi, on a déjà une troisième maison qui va ouvrir plutôt à Dubaï. En effet, le Middle East, comme on a vu tout à l'heure dans l'étude d'Alaure, c'est une des grandes destinations pour nos clients. Et bien sûr, on a une feuille de route, comme il a été dit, l'Inde, d'autres pays d'Asie comme le Japon, mais aussi les États-Unis. Ce sont les prochaines ouvertures qui sont prévues pour Carita. Alors, notre dernière question pour comprendre, la majorité de Carita, on est face à des clientes. Est-ce que du coup, vous avez des clients masculins? Et là encore, est-ce qu'il y a une singularité entre masculin et féminin par rapport à leurs attentes ou finalement on est sur des mêmes fondamentaux? Effectivement, notre clientèle est plutôt à 85% féminine. Nous avons donc quand même des hommes qui viennent et qui viennent régulièrement, parce que l'autre particularité de nos clients, c'est qu'ils sont très fidèles, parce que c'est vraiment un besoin quotidien finalement, enfin au moins hebdomadaire. On a des clients qui viennent jusqu'à 40 à 50 fois par an. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, effectivement. D'une part, ils sont davantage consommateurs de services autour de la coiffure, les hommes. Et l'autre spécificité, c'est que peut-être ils passent un peu moins de temps dans nos espaces et dans notre maison. Mais c'est sûrement une clientèle à développer. C'est ce qu'on compte faire, en tout cas. Une dernière question, c'est une question classique. L'expérience la plus exceptionnelle de la maison Carita, quelle est-elle? La plus high net worth dans son esprit, peut-être dans son prix aussi, mais l'exceptionnel de l'exceptionnel chez Carita, quel est-il? Alors, nous en avons plusieurs, mais je dirais la plus exceptionnelle, Eric, c'est l'appartement. On a un appartement parisien dans notre maison qu'on peut louer. C'est un salon et une salle à manger, bien sûr, avec une cuisine attenante où on peut avoir son chef, ou alors utiliser le chef de notre restaurant qui est Amandine Chéniaud. Et là, donc, nos clients peuvent occuper l'espace, venir avec plusieurs personnes pour des déjeuners ou tout simplement pour y passer la journée, pouvoir accéder à l'ensemble de nos services tout au long de la journée dans plusieurs cabines. La cabine double qui est très aimée parce que beaucoup de nos clients sont très attachés à la valeur de la transmission, donc entre mère et fille par exemple, ou à partir de l'appartement, on a également accès à notre salon privé de spa cheveux, qui est une autre expérience assez unique à Paris. Donc, je dirais que je parlerai de l'appartement, absolument. C'est notre endroit le plus high net worth individual. Un grand merci, Gérard. Et j'ai le plaisir de recevoir, alors c'est la deuxième fois, Simonet, vous êtes le CEO de la clinique de la Prairie, mais au-delà de CEO, le territoire de la clinique de la Prairie, c'est vraiment la longévité ici. Je vais pas dire que vous êtes un gourou de la longévité, mais en tout cas, vous travaillez énormément la chose. Et j'ai l'impression que la clinique de la Prairie, c'est la quintessence de l'expérience high net worth sur la longévité. Donc, ma première question aujourd'hui, alors, je vais poser la question en français, vous allez répondre en anglais. Ici, on a vu que la longévité, c'est vraiment l'aspiration numéro 1 des cibles high net worth. Quelles sont les tendances structurantes? Qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce sujet où l'exigence est fondamentale? Yeah, listen, first of all, Nicolas, Eric, thank you for having me. It's a pleasure to be again with you, Eric, talking about this really fascinating subject. And really thank you, Anne-Laure, for the great explanation about the new trends. Let's say we talked today a lot about longevity, Eric, and the first time that we spoke a few years ago, I think in Clinique La Prairie, we have been instrumental in the last 10 years in shaping this world of longevity. We started to talk about longevity 10 years ago, and now it seems to be the most
hot word in the business. But longevity, I would say, is the most enduring human obsession. So we have talked about longevity since thousands of years. People want to live longer since ever. Now, why today is the time of longevity? Because there are a lot of different things happening at the same time. Aging population. Let me just give to you one number, just to give you an idea of why this market is supposed to become so big. People over 60-year-old are going to double in the next 15 years. So we're going to move from 1 billion to 2.1 billion of people over 60 years old by 2020. Then there has been a lot of advancement in the medical therapies in the last years. And now everybody's talking about artificial intelligence and stem cell. Then on top of this, we had a very important, when they ask me what has been the biggest innovation in longevity, I always talk about this shift between genetic and epigenetic. So there is an interview I did a few years ago with a genetist, and she was telling me, Simone, listen, your life expectancy depends on your gene. So if you have been lucky and your parents gave to you good genes, you're going to live long. Otherwise, it's going to be very difficult for you. Now we know that is exactly the contrary. Genes maximum 20% of our ability to live longer. It's all about epigenetic, which is about lifestyle. And COVID has shown to people how important it is to take care of our health and take care of our lifestyle. So that's why now everybody is understanding the importance of the immune system, the importance of nutrition, the importance of movement, and everybody wants to have access to this latest technology related to longevity. Coming back to your question, sorry, I wanted to do this introduction, but coming back to your question, it's clear that now I don't want to say that it's a mature business because, of course, we are still at the beginning of this longevity revolution, but people are becoming much more sophisticated. So what we see is people now are really searching for serious longevity, for serious player, talking about, again, serious longevity, and then we can elaborate about this if you want later. But again, there is a shift. People are more informed. There are no quick fix anymore. So people, they really want to go in places where they know that there is real science behind this word, which is again longevity. Une question fondamentale, on l'a vu déjà sur l'étude d'Anne-Laure, on a l'impression que la mode a été le centre névralgique du luxe depuis 20 ans, clairement, avec cette multiplication des défilés. Mais aujourd'hui, le centre de gravité, c'est la beauté, la longévité, le luxe transformatif. Donc ma question, est-ce que vous sentez ce changement de barycentre et comment la clinique La Prairie répond à cette évolution? Yeah, I would say very simple. I think we have seen it, the switch from possession to experience. It's clear in the market. Now, what is, I always say, Eric, what is the best experience that you can have than an experience which is giving you the possibility to live a longer, healthier, and better life? So it's not only about going to a beautiful hotel, having a wonderful leisure experience, but you take this element of the experience that you have during a travel in an hotel, and then you add to this longevity, the ability to change your life and to transform your life. I like very much the word transformation. Again, we could talk a lot about this word. We are very proud to call ourselves life changer. But I would say this switch, health has become the ultimate, if you want, status symbol. So, and we are seeing it every day, and we are seeing that again. I would call it the ultimate experience, from the luxury experience from this point of view. Nicolas, I cannot hear you. Sorry. À travers les différents clients que vous avez, comment vous voyez les évolutions peut-être de vos clients par zone géographique ou par âge qui vont réagir un petit peu différemment à cette notion de longévité, justement? Yes. First of all, Nicolas, coming back to the question that you were asking me before, I think there has been a very important switch
we were talking about serious longevity, and I like very much to simplify, because then what is behind this word longevity? What does it mean, longevity? So I like to simplify the process of longevity into 3 very simple steps. So I think our listener, they're gonna like to understand more what is longevity. And these three simple steps is, first of all, diagnostic. So understanding the way your body works, because superficially we are all the same, but in reality, each of us is different. And inside this diagnostic, you have all the latest technology, genetic, epigenetic, glycans, all these new tests which are making us able to really very precisely understand your body. The second step is the intervention. So once I know the way your body works, I can really customize very precisely the intervention. And for us, the intervention is split into, we call it 4 pillars, a holistic approach of 4 pillars, which is medical, which is very important for us. We put it as the first pillar. So all the new technology related to medical stem cell that Eric was mentioning is one of these. Then there is the nutrition, very important. We have mentioned it. Then there is the well-being, which is related to stress. Stress is one of the biggest inflammaging element of our life. And the last part is movement. The last step after diagnostic intervention is follow-up. So understanding if my intervention is working for you, not for everybody, but for you, Nicholas, and customize my intervention based on this circle. So you understand that when I was telling you that people want serious longevity, now people doesn't want anymore, I'm going to have the supplements good for everybody. I'm going to go to a place and they're telling me, listen, this is the intervention for you. You have to do cryotherapy because it's good for you. Because we know that it's not true. We know that each of us, the body is answering in a completely different way to all the most, let's say, trendy new technology. You can talk about intermittent fasting, cold therapy. So people want personalization. And the project that we had in the last year of building clinics, urban clinics, product, recently we launched a fund which is going to invest in company related to longevity, has all been focused on transitioning our clients from a quick fix to a long-term intervention. And to answer to your question about countries, what people want in USA, in China, I would say today, if you take the young audience that we have, they more or less all understand the process that I was telling you. They all ask about a serious type of longevity. Maybe the older people, they are a little bit more into the quick fix. So they have this idea of, I go 1 week per year at Clinical Paris, so I can do whatever I want the rest of the year, which, as you know, it doesn't work like this. But I would say now, with all this communication about longevity, with all this marketing which is done, people, they understand, and there is a quite homogenized request, which was very different 10 years ago when I started at the clinic. Last point I want to mention to you, Eric was talking about transformation. I always say that there is a switch today in the industry between information to exactly what Eric was saying, to transformation. So in the past, we were thinking that was enough to tell to people, you need to eat this, you need to have this routine, you need to do 10,000 steps. But in fact, Nicholas, if you stop 100 people on the street and you ask them, do you know that you need to eat more salad, move more, sleep 8 hours? They all tell you yes, right? The question is why they don't do it. So which means that information is not transformation. So what we have to do as player in this field of longevity, we have really to change people. We have to change the behavior of the people. And let me say, last point, I still believe we need human to change human, and artificial intelligence, all these new technology are important, but are not enough. And to finish, two big questions about territory. Clinique La Prairie, c'est construit en Suisse à travers la clinique, mais vous avez développé des hubs à travers le monde, à Dubaï. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la clientèle, l'hospitality en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, c'est la même sensibilité ou il y a des spécialités, des spécificités locales? Et ma deuxième... Allez-y.
No, I think I was telling you, I think now people are understanding. Then, of course, there are different type of crowd. We are used to say that we have 3 type of clients, whatever is the provenance. We are talking about, usually we talk about this, what we call the wellness seeker. So which are clients which are coming to place like us. They think that they want longevity. In reality, they just want a massage, they want a beauty treatment, but they are not ready to get into really longevity. We have, on the contrary, the longevity enthusiasts, which are the people that knows everything about the longevity. They want the latest technology. And of course, they even challenge us in a sense to always have the latest technology. And then we have what we call the awakened individual. And this is very interesting. So people that they didn't care at all about their health, and then there is something which is happening. Or they have a disease, or they start to feel that their body is not answering in the same way. And at a certain age, they say, it's time for me to take care of my body. We are used to say health is the new wealth. No, health is the only thing that we don't think about when we have it, but it's the only thing that we think about when we don't have it. And these people, they start to get into a longevity process, and they start to come to places like us. We see that we have a strong insight with transformational luxury, that with strong insight, strong battle, strong war. Who will win the race between you specialists like Clinique La Prairie, a luxury giant like Chanel or Vuitton, or beauty giant like, I don't know, Clarins or other brand like that? What will make the difference for you? Yeah, first of all, everybody's welcome to join this, as I call it, longevity revolution, because unfortunately, Eric, everybody's talking about the longevity, but the society is going to a very different direction. And health span is not increasing, it's decreasing. You have seen, that again, as we said, despite we know what we should do, very few people are doing it. You see now what's happening with GLP-1, the development of this Ozempic, of this type of drug. So I think there is a great education that we can all do. Now, everybody wants to get into longevity. We have hospitality player, we have tech player. The CEO of Apple said, if I see a place where Apple is going to be in the future, is health and longevity. Then you have the food and pharma company, because, they want to transition their company into something which is more healthy. And then you have hospital, the traditional hospital, which they want to serve the ultra network individual. So everybody wants to get into this space, which is much more complicated than we think. Is not an hotel with an advanced spa. It's much more than this. I think it's going to be very interesting in the next year what's happening. Again, what I believe is that whoever is getting into this space, we need to think about the ecosystem. We don't have to think about having clients once per week or twice per year. We need to think, what is the ecosystem that we can build around our clients to really change their life in the long term. This, I think, is going to be the challenge. Maybe one last question, Simone, about hospitality, which will be the next thematic. You have invested massively in your clinic in Switzerland to welcome your guests. How you can compare, or maybe the experience they will live only for hospitality really at your place compared to a 5-star hotel? For me, it's quite the same quality. Do you agree on that? So let me, first of all, yes, absolutely the same when in our place that we just opened in China. Just to give you a number, we have an average of 50 guests for 300 people of staff and 50 doctors serving just 50 guests. So as you can imagine, the experience is very personalized. But Nicolas, there is one key point, very important to understand. I always say that if you come at Clinique La Prairie and you have, like we have, beautiful room, beautiful view on the lake, but if at the end of the week you don't get the transformation and you don't get the result, and there is not the efficacy of what we do, people are not coming back. We have 60% of our clients coming back. Because why? Because then the competition is huge. I mean, if I need to go to La Prairie because of the room or the service or the food, I mean, it's impossible.
all these elements, F&B, hospitality, are, I really say, fantastic in our place, but this is not enough. It's what you create around the clients, about what I was telling you, all the technology, the diagnostic, the intervention, the doctor, the nurse, the therapist, the human. So the personalization, we call it our 3C philosophy, the best competence, the best customization, and let me say at the end, the best care, because that's the other difference. When you are in a place like us, which is delivering longevity, the profound purpose of what we do is to be taking care of other people and transforming the life of other people. Thank you merci beaucoup, Simone, pour votre intervention extrêmement riche et passionnante. On va revenir à Anne-Laure qui va nous parler de sa deuxième partie de son étude sur les high net worth individuals. Donc, Anne-Laure, je te reprends, hop, comme ça. Et voilà, une réaction peut-être, Anne-Laure. Voilà, une réaction. Oui, j'avais envie effectivement de réagir à ce que vient de dire Simone. C'était effectivement passionnant. Moi, je voudrais, pour aller évidemment dans son sens, mentionner le fait que parmi les catégories préférées de notre panel, il y en a une, pudiquement, on n'en a pas parlé parce qu'elle est un petit peu plus bas dans le classement. C'est le bien-être, c'est wellness et longevity, justement. Alors oui, elle est un petit peu plus bas aujourd'hui par rapport à des catégories historiques comme le travel, la beauty ou la fashion, mais on pourrait le voir totalement autrement en disant il y a déjà 10% de notre panel qui plébiscite aujourd'hui comme catégorie préférée le bien-être et la longévité, alors que c'est une catégorie, je suis sûre, qui ne serait même pas sortie dans ce type de questionnaire il y a ne serait-ce que 2 ans. Voilà. Et je vais m'être indignée sur le fait que c'est une catégorie qui va augmenter. Oui, pardon. Alors, non, j'ajoute à la chose, à ta très belle présentation, qu'en effet, les choses qu'on fait, ils sont entre l'hospitality et la longévité. Et j'ai noté dans ta présentation qu'on est presque à 40%. Si tu mets absolument. C'était on arrive à presque 40%. Absolument. Et pour avoir après, comme je vous le disais, hein, on a de très nombreux verbatims aussi, c'est-à-dire qu'on a laissé le champ libre à l'expression pour ceux qui le souhaitaient parmi notre panel. Et on trouve effectivement des pépites en termes d'information parce que, vous savez, quand on pose une question, en général, on pré-remplit un peu les choix, on a envie de guider un peu le panel. Quand on laisse un champ libre, on va voir apparaître des choses qu'on n'a pas forcément anticipées. Et ce que je trouvais très intéressant sur la partie justement wellness et longévité, c'est absolument en écho avec ce que vous venez de dire, Simone. L'importance est mise sur le fait d'être une expérience transformative et que finalement, ils s'attendent aussi, mais un peu cherry on the cake, à être dans un bel établissement, à ce que la partie food et beverage soit à la hauteur, etc. Mais avant tout, ils cherchent quelque chose de transformant sur de la nutrition, sur du sport, sur des routines à prendre au long terme. Côté Carita aussi, qui en a parlé, c'est quelque chose en plus qu'ils veulent pouvoir partager avec leurs proches parce que c'est pas du tout une punition, c'est quelque chose de véritablement transformant, mais qu'ensuite vont être portés par les codes et par les standards du luxe qui sont évidemment attendus. Mais ça me permet d'avoir de nombreux acteurs, hein, des cliniques privées, l'hospitality, des acteurs de la santé, de la pharma, même de la tech. On pense à Zoe, par exemple, qui est ouvert à Paris, hein, qui sont ces nouveaux acteurs qui viennent faire des check-ups médicaux avec des standards très, très importants et beaucoup plus tech. Mais voilà, c'est quelque chose qui va, à mon avis, prendre un essor colossal ces prochaines années. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec Health is the New Wealth et ce sera très intéressant à observer. Je rebondis sur la prochaine question. De fait, comme on était un peu sur ces sujets-là, on a ensuite posé, vous vous rappelez, on était sur le niveau de satisfaction de notre panel et on a essayé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de l'expression de leur satisfaction, on leur a demandé de classer des facteurs d'influence et de décision. On leur a soumis une liste de 9 facteurs de décision. Pourquoi est-ce qu'ils consomment finalement du luxe? Alors, est-ce que c'est pour des choses exclusives? Est-ce que c'est pour l'histoire d'une maison? Est-ce que c'est pour la qualité? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent faire partie d'un club ou avoir un statut? Enfin, voilà, vous voyez l'idée. Et on leur a demandé de classer finalement ces différentes raisons.
Premier enseignement, et juste avant d'aller sur la slide suivante, peut-être, c'est que tous les facteurs que vous allez voir apparaître, ils sont au nombre de 9. Je tiens quand même à dire qu'ils ont tous des notes d'importance élevées. Ce qui veut dire, et c'est la beauté du luxe, ça n'étonnera personne, qu'il n'y a rien qu'on puisse laisser de côté. Évidemment, il faut que, at some point, comme on dit, tout soit à la hauteur de la qualité, de l'exclusivité, un storytelling qui fasse sens, d'apporter un supplément d'âme, etc. Néanmoins, et c'est là que ça nous a paru très intéressant, c'est que vous allez voir le classement que je vais vous présenter est très consistant. Là aussi, comme dans le classement des catégories préférées, on a très peu de différence d'une zone géographique à l'autre et même d'une génération à l'autre. Alors, quel est ce premier facteur qui influence finalement l'achat? Et vous allez voir la surprise. Ils ont donné en réponse, ce panel, I purchase products that increase in value over time and that I can pass down. Donc, c'est quoi les deux finalement mots-clés qu'on a identifiés là? C'est de l'investissement et puis du legacy, c'est-à-dire c'est de la capacité à avoir quelque chose qu'on puisse transmettre dans le temps. Alors, j'ai tout de suite envie de partager 2 réactions avec vous quand on a découvert ça. La première, et je l'ai vu passer dans les questions sur mon écran de certains d'entre vous lors de ma première intervention, on va se parler de la flambée des prix qui ont eu lieu ces 10 dernières années. On va se parler du décalage, effectivement, entre cette inflation et la valeur perçue, y compris pour ses clients les plus fortunés. Et parlons-en très clairement, puisque, à mon avis, le critère apparaissant en numéro 1 comme une logique d'investissement, donc finalement de rationalité sur un achat, quel qu'il soit, est la réponse directe à ce phénomène d'inflation très, très important qu'on a pu connaître. Ce que nous dit ici notre panel, c'est on est prêt à mettre le prix, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent, on en a même envie. Vous l'avez vu, il n'y a pas de luxe fatigue. Mais, pour le dire très simplement, on en veut pour notre argent. On a besoin qu'il y ait une cohérence parce qu'on considère que c'est une forme d'investissement et qu'on doit pouvoir le transmettre. Donc, on n'est pas prêt à payer à n'importe quel prix, n'importe quelle prestation et n'importe quel produit. Et c'est numéro 1, je le redis, quel que soit le niveau de fortune, la géographie et la génération. Le deuxième élément, toujours sur ce numéro 1, c'est comment est-ce qu'on réconcilie ça avec le fait que travel et hospitality, on l'a vu, l'expérience, ce monde expérientiel aussi du bien-être dont on vient de parler, par essence, est-ce que c'est pas un investissement comme une montre, vous voyez, ou un sac éventuellement qu'on pourrait transmettre? Donc, on est allé creuser là encore dans les verbatims et on se rend compte que si c'est bien un investissement. Sur la santé, c'est un peu plus évident. On comprend bien de quelle nature d'investissement il s'agit. Mais dans le travel et l'hospitality, quand vous regardez les verbatims, la façon dont ils vont l'exprimer, c'est aussi un investissement, puisque l'investissement est fait sur du mémoriel. Et là encore, on considère qu'on est prêt à dépenser des sommes très importantes pour avoir des expériences de voyage ultra exclusives, mais avec ses proches, et quelque chose qui marquera effectivement la mémoire, la résilience et cette capacité de transmettre aussi par le souvenir de l'expérience les moments clés. L'étude est à disposition et je ne veux pas m'étendre sur tous les dimensions, mais j'avais envie de vous dire 2 choses. La première, déjà, c'est que le numéro 2, c'est l'innovation et la créativité. Et je trouve que c'est aussi très intéressant, puisque on a beaucoup parlé, vous savez, de l'e-storytelling, de la capacité à avoir une tradition, des archives, un craft, etc. Donc, je le redis, tout ça est important. Mais encore plus important que ça, quelque part, ce que nous disent en tout cas ces clients, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir se renouveler et que bien sûr, une maison n'est considérée comme une maison de luxe que parce qu'elle a ce savoir-faire, que parce qu'elle a cet héritage, cette exclusivité, cette qualité. Mais c'est presque aujourd'hui quelque chose qu'on ne questionne plus. Et ce qu'on va attendre, c'est ce supplément de créativité et d'innovation pour se sentir vraiment proche d'une maison. Et pour les Gen Z, donc là, c'est très marrant parce que c'est exactement les mêmes triggers. Ils fonctionnent exactement de la même façon, pour le coup, que les générations précédentes, alors même que la grande majorité d'entre eux n'ont pas encore d'enfants, puisqu'ils ont jusqu'à 28 ans. Eux aussi pensent à l'investissement et à l'héritage. Eux-mêmes sont déjà projetés dans leurs grosses dépenses de luxe sur le fait, je le redis, de faire des choses cohérentes par rapport à la valeur perçue, donc beaucoup de rationalité, y compris chez ces clients les plus fortunés. Si on va sur la question suivante qui leur a été posée, et on leur a demandé
quelle est la marque de luxe qui vous a cette année délivré la plus belle expérience, la meilleure expérience et pourquoi? Là, petit disclaimer avant d'aller sur le slide qui va vous donner les réponses. Ah, bon, bah, on y est. Mais sachez en tout cas qu'il n'y avait pas de liste. Donc, on a vraiment laissé à notre panel, sur un champ libre, la capacité à mettre la marque qu'il souhaitait. On n'a pas préorienté, on n'a pas mis 100 marques, 1000 marques. Et on ne leur demande pas, c'est important aussi, quelle est votre marque préférée. La question, c'est bien quelle est la marque qui, cette année, vous a fourni la plus belle expérience. Et vous vous rappelez, c'est un questionnaire de consommation, donc la plus belle expérience d'achat. Et alors là, on a été surpris aussi par les résultats. Pardon, du coup, on peut basculer. En numéro 1, on a Rolex, qui va être suivi de très près par Gucci. Puis, je vous laisse regarder, mais vous voyez, ce sont les usual suspects de la fashion, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Cartier, Bulgari. Voilà pour le top 15. Je vous laisse prendre connaissance de ces marques. Alors, évidemment, ce ne sont que de très, très belles maisons et elles n'ont quelque part aujourd'hui pas à se justifier et c'est évident qu'elles sont en capacité d'offrir des expériences magnifiques, en particulier à ces clients qui, pour la plupart, peuvent être en plus des clients VIC. Ce qui nous a surpris, là encore, c'est évidemment pas de voir ces marques. Vous le voyez dans notre top 15, il y a 5 marques de hard luxury, horlogerie, joaillerie, 5 marques de fashion et 5 marques d'automobile. Ce qui nous a surpris, c'est que ce n'était pas tout à fait en adéquation avec l'ordre des catégories préférées. D'une part, parce que bien, nous voyons aucune marque en travel et en hospitality, pas en pure beauty non plus, même si évidemment Chanel, Dior, même maintenant Vuitton développer la beauty, mais donc pas non plus de marque pure beauty, si j'ose dire. Et puis quelque chose de très concentré, ultra iconique. Et donc, ce qu'on a un petit peu vu en creusant, c'est que quelque part, là, on est sur un sujet, non pas de catégorie préférée, mais vraiment de brand awareness. Pour dire les choses autrement, indépendamment de la catégorie préférée de chaque répondant à notre panel, ce qui se joue ici, c'est que quand à froid, vous posez la question de la meilleure expérience et qu'il est nécessaire de penser à une marque très spontanément, la marque qui va finalement en termes d'empreinte, de résilience apparaître est celle, bien sûr, qui aura produit une belle expérience dans l'année, mais au-delà de ça, qui saura délivrer un produit iconique. Et donc, ce qu'on comprend derrière, en particulier pour les marques d'hospitalité et de travel, ou même de beauty, c'est qu'il faut arriver à créer cette empreinte, là encore, de résilience mémorielle qui vont permettre de devenir une love brand un peu plus spontanément et de ne pas toujours associer finalement ce souvenir à un sac iconique, une montre iconique ou un véhicule iconique. Et pour ça, il y a beaucoup de façons de procéder. On pense par exemple à tout ce qui va être de l'ordre du domaine de la pop culture et du domaine de l'influence culturelle. Et on le voit en particulier avec certaines séries sur Netflix. J'ai envie de citer White Lotus, mais il y en a bien d'autres qui commencent à mettre en valeur ce monde de l'hospitality comme l'une des stars de ce programme et de commencer à créer cette empreinte mémorielle iconifiée au quotidien de manière à pouvoir monter dans ce brand awareness. J'ai juste un dernier slide à partager avec vous, c'est qu'au-delà de ce top 15, je descends un peu plus loin. Donc, spontanément, on a eu plus de 600 marques citées par notre panel. Mais si je vais dans le top 100, ce qui est très marrant, c'est que donc on va avoir 28 marques en fashion accessoires, 22 en automobile, 18 de montres, 12 de joaillerie. On a quand même 10 marques de travel et hospitalité dans le top 100, mais la première est numéro 34 et c'est même pas une marque très luxueuse puisque c'est Hilton. Voilà. Mais donc, on voit là encore que cette empreinte mémorielle est un peu plus compliquée à avoir dans le travel hospitality. Beauty, que 4 marques de citer, en tout cas de Pure Beauty. Et j'avais envie d'insister sur Other. Parce que dans Other, il y a un peu de tout, comme son nom l'indique, mais surtout, il y a peu de luxe. Et c'est ça qui est quand même très intéressant. On va avoir des marques de tech, de sportswear, de lifestyle. Vous avez vu, je vous ai mis un échantillon. Apple, Samsung, Nike, Adidas, Pandora, Montblanc ou encore Amazon. Et finalement, on s'est posé la question, est-ce que c'était surprenant? Pas tellement.
Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que là encore, on demande spontanément de citer une marque dont l'expression, finalement, le souvenir de l'expérience a amené de l'excellence. Et quand on voit que des marques typiquement comme Amazon et Apple font des investissements hyper important justement pour avoir cette expérience sans couture, pour délivrer ce niveau d'excellence dans l'accompagnement du client, que ce soit dans l'accompagnement de son acte d'achat ultra sans couture ou même du service après-vente, on comprend que finalement, même si les produits ne sont pas des produits de luxe, ce soit identifié comme une expérience proche de celle du luxe parce que là encore, il y a un niveau de satisfaction très important. C'est plutôt un clin d'œil en titre d'inspiration pour l'ensemble des maisons qui ne sont peut-être pas encore dans ce classement aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la deuxième partie de l'étude. Et merci Anne-Laure pour ces insights extrêmement riches. Et tu parlais justement de l'hospitalité où il n'y avait pas encore suffisamment de marques, mais en tout cas, il y en a une qui est hyper iconique, qui est le Ritz. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Marie Leroy, CMO donc, du Ritz. Marie, pour cette première question pour toi, on sait que c'est une icône, votre hôtel est une icône mondiale, très prisée des high net worth. Et surtout, en fait, vous travaillez sur une notion qui est l'émerveillement. Au-delà du sans couture, on le sait, qui a été travaillé depuis de nombreuses années. Mais voilà, on est sur à chaque fois quelque chose d'unique. Peux-tu nous en parler un petit peu davantage? Ouais, salut Nicolas, salut à tous. C'est vrai que la notion d'émerveillement est venue récemment chez nous parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur ce qu'on pouvait délivrer à ces clients très particuliers qui ont évidemment des attentes très particulières. Et merci Anne-Laure pour tout ce que tu as mentionné, c'était passionnant. Ce qui paraît être le minimum vital pour une marque de luxe, c'est le sans couture, c'est-à-dire le fait de parfaitement répondre à ce que peut imaginer le client de sa future expérience. Donc, je ne sais pas, ne jamais attendre d'être livré dans sa chambre des produits de très bonne qualité, même d'excellente qualité ou de parfaite qualité. C'est le fait d'arriver dans un lieu où le wording est parfait, où les équipes ont la parfaite attitude, où la température est parfaite, où le décor est parfait, où tout ça est impeccable. Mais au-delà de ça, nous, on s'est intéressé à la notion d'émerveillement parce que l'émerveillement, c'est ce qui permet de surprendre le client, c'est-à-dire d'aller au-delà de ses attentes. Et en fait, je pense que vraiment à notre niveau de luxe exceptionnel, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, ça veut dire être à l'écoute, tellement à l'écoute du client que peut-être même il ne sait pas qu'il avait envie de ce qu'on va lui donner. Donc, ça peut aller, j'en sais rien, quand il arrive au restaurant, on sait déjà qu'il va vouloir de l'eau plate ou de l'eau pétillante. C'est des détails, ou qu'il veut de l'eau tempérée ou de l'eau fraîche. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que dans son minibar, dans sa chambre, c'était ce qu'il consommait et que du coup, l'information circule et qu'il est accompagné tout au long de chaque moment, en fait, chez nous. C'est quand nos voituriers remarquent que l'étiquette de bagage est abîmée, qu'on lui en dépose une dans sa chambre qui sera évidemment gravée à ses initiales, etc. C'est une somme de petits détails qui ne sont pas attendus par le client et qui créent l'émotion. La surprise, la reconnaissance, qui vont constituer un souvenir unique. Voilà, c'est ça l'idée. Juste une petite question de sémantique. Émerveillement et extraordinaire, c'est le même registre. Est-ce qu'il y a une quête de l'extraordinaire aussi ou est-ce qu'il y a une petite différence ? Complètement, et c'est hyper difficile à matérialiser. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très abstrait, l'extraordinaire. C'est aussi très compliqué parce que l'attente, l'attente, elle est l'attente du sans couture, mais malgré tout, quand on réserve dans une maison comme la nôtre, il y a quand même une attente d'extraordinaire parce que c'est une maison mythique et que nos clients, je pense chacun d'eux, ont envie d'entrer en quelque sorte dans la légende. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une attente d'extraordinaire et nous, on essaye d'y répondre par cette notion d'émerveillement. Comment tu identifies et recrutes ces clients d'exception ? Et j'ai l'impression qu'il faut aussi avoir un coup d'avance et même d'aller plus loin que leur désir quelque part. Oui, alors là, je rebondirai un peu sur ce que disait Anne-Laure, parce que nous, on est vraiment complètement là-dedans. Nous, on a tous les mêmes chiffres. On sait qu'en 2026, 75% des clients du super luxe seront des millennials et des Gen Z. Donc forcément, on est focus sur ces audiences-là.
et sur le fait aussi de s'adapter à leurs usages, ce qui pour une maison très ancienne comme la nôtre n'est pas forcément totalement intuitif. Donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire en physique déjà, dans nos lieux, Place Vendôme, ça veut dire s'interroger sur les lieux eux-mêmes, les lieux de restauration, le spa, comment on peut donner à ces lieux-là et aux services associés une résonance émotionnelle. Ça, pour nous, c'est vraiment un challenge et une idée fixe pour toutes les équipes. Mais ça va plus loin que le physique, parce qu'en digital aussi, en 360, comment on est beaucoup plus immersif dans le parcours d'achat en ligne, parce que oui, depuis qu'on a refondu le site, des clients achètent en ligne des suites à 50 000 € la nuit. Oui, ça existe. Donc, il faut évidemment que notre parcours soit complètement fluide, soit immersif, donne envie de rentrer dans l'histoire. C'est aussi, on les catch, ces clients-là aussi, avec un CRM, et on les fidélise aussi avec un CRM qui est ultra personnalisé. Et on progresse beaucoup, et on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, je pense aussi tout simplement, pour le coup, on est tous un peu logés à la même enseigne, mais c'est d'autant plus important aussi pour des vieilles maisons de luxe. Il faut tout simplement être ultra présent sur les plateformes qu'utilisent ces générations, donc TikTok, YouTube, etc. Et ça, c'est beaucoup d'investissement. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour certaines marques, mais ça veut dire qu'il faut créer des contenus au top pour ces médias et qu'il faut piloter notre présence sur ces plateformes. Voilà. Et justement, sur la présence de ces plateformes, on en parlait, vous avez une politique spécifique avec vos clients, et notamment VIP, que vous ne mettez pas forcément en avant lorsqu'ils sont dans votre établissement. Comment vous le gérez au quotidien, et surtout comment vous arrivez à manager ce séjour des clients les plus célèbres du monde? C'est vrai qu'on a toujours différents niveaux de propositions et de façon de communiquer nos offres. Enfin, nos offres, quand je dis nos offres, c'est ce qu'on propose, c'est les services qu'on propose. Et même d'ailleurs, c'est assez amusant parce que même dans notre relation client, parfois, on n'a eu aucune interaction avec un client avant qu'il arrive. Parce que dans beaucoup de cas, c'est évidemment pas le client final qui fait sa réservation. Et donc, il y a tout un travail de nos équipes pour aller récupérer l'information de ce qui plaît aux clients auprès de SAPIA, auprès de l'agence, auprès des intermédiaires en fait, qui réservent chez nous. Et c'est essentiel qu'on arrive à capter ces informations pour leur offrir un accueil exceptionnel et répondre à leurs standards d'exigence. Mais oui, sur le parcours de ces clients dédiés et peut-être sur l'offre un petit peu unique, oui, on propose des choses qui sont très sur mesure, qui ne sont pas forcément communiquées à tous. C'est évidemment les équipes qui sont ultra formées pour pouvoir aussi en live proposer des choses aux clients qui ne sont nulle part présentées. Et ça peut être des choses comme, je ne sais pas, proposer à un client de l'emmener au potager avec notre chef parce qu'on a remarqué qu'il s'intéressait ou qu'il posait des questions sur telle chose. Ça peut être, quand on décèle que quelqu'un est très amateur de vin, de lui proposer un dîner ultra confidentiel avec notre chef sommelier. Voilà, ça peut être pour un tout petit nombre de clients d'assister à un concert qu'on va organiser dans le grand jardin avec un grand violoniste. Voilà, c'est des choses qui sont jamais forcément, même pas forcément prévues, mais on s'adapte et on essaie d'être créatif pour les surprendre en permanence. Et on en parlait à la préparation de ce webinaire. Quel changement aussi d'attitude tu peux voir parmi ces clients les plus jeunes? Parce qu'on sait que la présence au Ritz est codifiée. Vous mettez en avant cette présence codifiée qui, dans une société où en fait les codes auraient parfois la bienséance ou auraient tendance un peu à disparaître. Comment vous vous positionnez sur ces sujets? Alors, je pense que le Ritz, par rapport à peut-être d'autres lieux d'hospitality qui seraient plus branchés, plus fashion, etc., le Ritz reste quand même une espèce de sanctuaire de l'élégance à la française. Donc, sur certaines évolutions de style des jeunes, on est quand même assez préservé. Et moi, ce que je trouve très, très intéressant, on a travaillé récemment avec Nelly Rodi sur les tendances
à venir de ces jeunes générations, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez, enfin, ouais, peut-être surprenant, mais en tout cas captivant, c'est que les générations les plus jeunes manifestent paradoxalement un très fort intérêt pour la tradition et l'héritage. D'ailleurs, Anne-Laure parlait d'héritage tout à l'heure et en l'assimilant au Gen Z, et enfin nous, c'est vraiment ce qu'on a constaté. Donc finalement, cette tendance qu'on identifie sur les changements, c'est plutôt que les jeunes viennent de plus en plus chez nous pour chercher ça, parce qu'ils y trouvent du sens, ils y trouvent une forme de perpétuation, d'héritage, de continuité et de réassurance. Plutôt que l'inverse, plutôt que le fait de dire aujourd'hui les jeunes viennent en grosse basket de certaines marques que je ne citerai pas, et puis ils ne répondent pas au dress code. On a finalement ça à la marge. Voilà. Et puis la deuxième tendance que moi je remarque sur les changements que nous on remarque avec nos équipes, c'est le besoin très fort de reconnaissance de ces jeunes générations, peut-être plus qu'il y a quelques années. Et donc là, on fait un gros travail de formation sur les équipes pour être sûr d'apporter à ces clients exceptionnels le traitement unique qu'ils attendent. Et quelle est la place du digital finalement dans toute cette transformation que vous menez depuis désormais plusieurs années? Ouais, ça fait 3 ans qu'on a vraiment mis le turbo sur le digital parce que c'est absolument, absolument fondamental. D'une part, c'est tout simplement ce qui libère du temps pour les équipes parce qu'on fait un métier humain où l'interaction humaine est fondamentale. Donc, libérer du temps pour ces équipes, c'est la base de tout et ils commencent à le sentir et à pouvoir finalement se recentrer sur leur cœur de métier, s'occuper du client en vrai. C'est aussi le digital pour nous un énorme levier de profitabilité parce que quand on vend des produits en ligne, c'est des produits qui sont vendus en direct, que ce soit du spa, du restaurant ou de la chambre, ou même des produits. Il n'y a pas de remise, il n'y a pas de marge. Enfin, c'est un truc hyper traçable, donc c'est très, 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 très bien pour nous. Et puis ensuite, on y revient, hein, c'est ce qui nous permet de capter les jeunes générations. Donc oui, ils utilisent ce levier du digital pour faire leurs réservations, parfois des réservations à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est très surprenant, on ne s'y attendait pas forcément, mais c'est aujourd'hui un levier qui est fondamental, tout simplement. Vous avez une actualité particulière parce que là, voilà, vous avez investi la place Vendôme pour la première fois. Est-ce que tu peux nous en parler quelques instants? Oui, on vient d'ouvrir notre grande terrasse d'été Place Vendôme. C'est une énorme première parce qu'il n'y a jamais eu de terrasse Place Vendôme et que le Ritz n'a jamais eu de terrasse non plus, si ce n'est l'exploitation de son grand jardin qui est un asset absolument unique à Paris. Mais là, oui, on a 200 mètres carrés de terrasse avec des jasmins, du lierre, des roses blanches sur la place Vendôme. On peut y déguster des cocktails, des mocktails. L'idée, c'est de capter une clientèle et une audience différente. Et c'est ouvert encore un mois, donc vous êtes tous welcome. Une dernière question, tu sais que les audiences de luxe adorent le Ritz et on écrit beaucoup sur votre actualité et à chaque fois, il y a un engagement très fort. Il y a un thème qui revient, qui est le luxe transformatif. Est-ce que justement, quand on est dans une maison comme le Ritz qui a une histoire si puissante avec ses fantasmes historiques de personnalité ici, est-ce que on est transformé après une nuit dans le Ritz? Est-ce que tu sens ce désir? Est-ce qu'on est un petit peu différent quand on y rentre et quand on y sort, entre guillemets? Est-ce que ça, c'est un fantasme de planeur stratégique ou tu sens cette réalité chez certains clients? Écoute, Eric, ce qui est génial chez nous, c'est que, et alors moi, pour le coup, j'avais jamais vécu ça dans ma vie d'avant, mais c'est qu'il y a tellement cette transformation et cette sensation, je pense, pour tous les clients de vivre quelque chose d'unique. Quand je dis tous les clients, c'est des clients réguliers qui sont hyper célèbres, dont vous savez tous qui viennent au Ritz à chaque fois qu'ils sont à Paris, mais aussi des clients une fois dans leur vie pour fêter leurs 50 ans de mariage, ou voilà. Énormément de ces clients, après leur séjour, nous envoient un mot. C'est-à-dire que soit on retrouve dans la chambre un mot manuscrit en disant « merci aux équipes, c'était extraordinaire, j'ai vécu ceci », ou alors ils l'envoient après. Et en fait, c'est assez magique parce qu'il y a une culture dans la maison qui est que tous ces mots-là sont partagés. Donc, tous les matins, on reçoit par mail
les mots d'émerveillement de ses clients et 100% des salariés du Ritz y ont accès. Donc, c'est, je pense, le plus beau signe de cette transformation et de cet émerveillement qui est en marche chez nous. Eh bien, merci à toi, Marie. On va rester dans la partie hospitalité, lifestyle et avec gastronomie. J'accueille maintenant Mathilde Mineur de chez MH Private. Mathilde, merci d'avoir accepté notre invitation. Là, on va parler d'une cellule au sein de Moet Hennessy qui est MH Private, dans lequel tu as largement œuvré pour développer cette activité. Déjà, peux-tu nous présenter dans les grandes lignes ce qu'est MH Private aujourd'hui ? Oui, merci Nicolas. Bonsoir à tous. Alors, en effet, Moet Hennessy Private, c'est d'abord le MH d'LVMH, la division vin, champagne et spiritueux. C'est une entité dédiée aux clients d'exception, donc entité qu'on a aujourd'hui créée depuis 10 ans. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'aventure depuis le début. Je la résumerai en 3 chapitres. 2015-16, l'ouverture d'un appartement privé que vous voyez d'ailleurs derrière moi. L'idée, c'était vraiment de pouvoir connecter avec des clients d'exception et clients privés, puisque MH, c'était essentiellement du B2B à l'époque. Deuxième chapitre, 2017, on pose une vision, une ambition et on crée donc une communauté qu'on appelle aujourd'hui Moet Hennessy Private, répartie en 3 régions que sont les Amériques, l'Asie et l'IMI. Et puis, sur ces dernières années, une vraie accélération du business. Voilà, ces 4-5 dernières années. La vision pour nous, en tout cas sur MH Private, elle est claire. C'était vraiment de devenir le référent en termes d'art de vivre, évidemment pour le monde des vins et spiritueux, d'exception, en proposant des offres, des services, mais aussi des expériences. Cette entité qui est vraiment dédiée aux clients, alors high net worth individuals, ultra high net worth, en tout cas clients privés, elle a surtout permis de connecter avec eux. Elle est capable de générer de la data, tant quanti et quali, ce qui est mine d'or pour nos maisons chez MH, puisqu'elle est aussi au service finalement de nos maisons, de vin, champagne et spiritueux. Et puis, c'est aussi une entité qui travaille avec toutes les maisons du groupe, alors, mais pas que, mais surtout qui permet de très belles synergies pour des expériences clients notamment. Et toi qui as justement, tu as contribué à lancer l'activité, en 10 ans, comment tu as vu évoluer cette cellule dédiée à vos top clients au niveau mondial ? Alors, sur Moet Hennessy Private, comment on a évolué, je dirais très favorablement avec double digit, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça permet de cocher toutes les cases. D'abord, c'est de la brand elevation, de la brand desirability pour nos maisons. C'est aussi vraiment MH au cœur d'LVMH. Et puis, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que finalement, on n'a rien réinventé, j'ai envie de dire. On revient aux sources, ce que faisait Madame Clicquot à l'époque quand elle a livré ses clients, ce que faisaient nos créateurs. Et ça, c'est très important dans le message et l'authenticité qu'on passe en effet à nos clients. Et l'expérience est au cœur de votre promesse, tu le disais. Comment vous la définiriez-vous ? Et au-delà de vendre des flacons d'exception, qu'est-ce que vous faites vivre aussi parfois à vos clients ? Alors, l'expérience, elle est évidemment clé. Elle est au centre de notre vision depuis le début, à tel point d'ailleurs que chez nous, on ne parle pas de storytelling, mais de story living. C'était écrit dans la vision. On n'a plus d'offres, ou en tout cas, on n'a jamais créé d'offres ou de transactions sans chercher à, je dirais, ancrer la fidélité de nos clients, à faire vivre des émotions. Au-delà de ça, c'est quand même l'essence même de notre métier, de notre activité, qui est quand même autour de la célébration, de l'émotion, de moments importants, de la festivité. Après, je reviens juste sur le terme expérience, qui, si tu me le permets, est aujourd'hui, je trouve, un terme assez galvaudé. D'abord, chez nous, il n'existe pas une même expérience pour tous. La bonne expérience
en tout cas chez MH Private, c'est d'abord celle qui correspond à nos clients. Donc, il faut les connaître. La connaissance client, c'est hyper important. On le dit souvent, mais data is key, et notamment dans une entité MH qui était a priori plutôt du B2B, c'est du coup la création de cette relation. Et nous, on a la chance finalement de ne pas avoir autant de clients qu'un Vuitton ou qu'un Dior. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller créer cette relation, de comprendre aussi leur motivation à l'achat, leur levier de fidélisation. Et puis, du coup, ça va nous permettre d'aller créer des moments of impact, des expériences uniques. Et ça, c'est très important. Alors, l'expérience chez nous, elle est, je dirais, à plusieurs niveaux. D'abord, c'est l'expérience autour de nos maisons, finalement, nos maisons de vin, champagne et spiritueux, ce qu'on appelle les brand homes chez nous. Les expériences, elles peuvent être aussi un reward pour nos top clients. C'est vraiment open secret doors avec des expériences complètement dédiées, complètement inédites. C'est des synergies incroyables, je le disais aussi avec les autres maisons du groupe, où là, on a la chance finalement de pouvoir travailler avec toutes les maisons du groupe puisqu'on n'a pas de concurrents au sein d'LVMH, mais pas que, parce qu'il y a des industries qui ne sont pas couvertes aujourd'hui dans le groupe. L'expérience, alors c'est aussi la conciergerie, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'intégrer dans mon équipe une conciergerie justement pour nos clients dédiés. Et on a vraiment cette expertise autour de l'art de vivre, la réservation finalement d'hôtels, de restaurants, d'expériences dans les vignobles en Champagne. Et puis l'expérience, c'est l'expérience sur mesure. On a beaucoup parlé en effet d'expériences singulières et personnalisées. Pour nous, c'est clé. En termes de communication, par exemple, il n'y a jamais eu de mass mailing. On est vraiment sur du one-to-one. Alors, lié ou pas à nos offres, mais des expériences once in a lifetime. Ça peut être aussi la rencontre avec, on en parlait quand on a parlé de legacy et de transmission. Chez nous, c'est aussi les artisans, c'est les chefs de cave, c'est les maîtres de chez qui vont justement transmettre un certain savoir-faire. Voilà. En tout cas, chez nous, l'expérience, elle doit être genuine, authentique. Elle doit aussi refléter l'ADN de nos maisons, puisque je le disais, l'idée, c'est aussi d'expliquer qu'on revient aux sources, finalement, de Moët & Cie. Mathilde, on va sur vos clients. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des profils types, entre guillemets, je ne vais pas dire des personas, mais qui apparaissent clairement? Oui, alors c'est encore la beauté, je dirais, de ces clients-là. Il n'y a pas un client MH Private identique, et tant mieux, sinon on s'ennuierait tellement. On a 3000 clients aujourd'hui, et encore une fois, ça favorise vraiment la relation one-to-one. Ils ont évidemment une base commune, on ne va pas se le cacher. D'abord, une forte appétence au monde des vins et spiritueux. Ils ont un très fort potentiel d'achat, c'est évident. Ce sont des buveurs, des hédonistes, des épicuriens. Ce sont aussi possiblement nos ambassadeurs, en fait, nos meilleurs ambassadeurs. On a, je dirais, 5 grands profils chez nous, puisque en termes de segmentation, on a une segmentation quantitative, enfin qualitative évidemment, mais moi j'appellerais notre segmentation en 3D, puisqu'on le regarde vraiment sous un prisme pyramidal avec du quali et du quanti. Et donc 5 grands profils psychographiques qui nous permettent aussi de comprendre via les achats qu'ils ont faits, via leur motivation, via leur moto, via leur connaissance et expertise. Certains sont grands connaisseurs, d'autres moins. C'est totalement OK, mais du coup, et l'expérience, et le produit, et l'offre sera différenciante. Et puis surtout, on a des clients aujourd'hui qui sont répartis donc en 3 régions, là où on a nos forces de vente, puisqu'on réunit une petite centaine de personnes aujourd'hui avec des spécificités culturelles évidentes. Le client hongkongais n'est pas le client du Texas, n'est pas le client français. Voilà, on a vraiment des très fortes spécificités culturelles et c'est ce qui donne toute la richesse finalement, encore une fois, de notre entité. On le voit derrière toi, il y a une dizaine d'années, vous avez lancé cet appartement. Alors à l'époque, c'était innovant, c'était pionnier d'avoir
ces appartements. Peux-tu nous raconter un peu son histoire pour comment, à l'époque, vous vous êtes dit, tiens, on va lancer cet appartement qui est aujourd'hui derrière toi et vous avez différentes pièces dans cet appartement aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, c'est un appartement qui représente vraiment la genèse de Moët & Cie Private, qu'on a en effet ouvert il y a 10 ans, tu le disais. D'abord, c'était le choix d'un lieu physique pour accueillir nos clients privés. L'idée, c'était vraiment de prendre du temps avec eux, les connaître davantage. C'est donc réservé uniquement à des clients privés sous forme de rendez-vous. On a 3 rendez-vous aujourd'hui par jour ou sous forme de privatisation. Alors, l'appartement, c'est environ 1500 clients accueillis par an. C'est 150 privatisations. Pour faire aussi du sur-mesure avec nos clients, il n'existait pas finalement d'entité dédiée qui passait 1-2 heures avec nos clients à faire ce que j'appellerais un peu d'edutainment. Le but, c'est de connecter, mais aussi de transmettre un savoir-faire autour de la gastronomie, autour du lifestyle. Il y a des clients qui nous demandent en effet comment on fait un cognac, comment on fait un champagne, quelle est la bonne température de service, quels sont les bons verres, quelle est la bonne harmonie mets-vin sur cette cuvée. C'est aussi, c'était vraiment le projet, un laboratoire pour toutes nos maisons MH. Et ça, c'était clé pour tenter de nouvelles expériences, de nouvelles prises de parole aussi avec nos chefs de cave. C'est un lieu d'expérience, je dirais, singulière et vraiment un lieu d'expression. Et ça l'est très vite devenu une espèce de second home pour nos clients qui venaient à Paris, qui aiment revenir. On a un cigar room. Donc, ils nous disent surtout ne galvaudez pas le lieu. C'est en ça qu'on a choisi d'ailleurs de ne pas communiquer là-dessus. C'est vraiment du bouche à oreille. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais ça semble évident, c'est un lieu mercantile. Aujourd'hui, 40% par exemple de nos Uber Pieces, donc toutes ces pièces d'exception, sont transformées grâce à une visite à l'appartement. Et aujourd'hui, alors peut-être dernière question, on a vu avec tes 3 régions, mais ton chiffre d'affaires, comment est-il réparti géographiquement dans ces top clients? Alors, le chiffre d'affaires, en effet, chez Moët & Cie Private, il est assez proportionnel, je dirais, aux forces de vente qu'on a, donc sur les 3 régions, que sont l'Asie, encore une fois, l'Europe et puis les Amériques. C'est un chiffre d'affaires qui est réparti aussi un peu différemment selon la catégorie d'offres. C'est-à-dire que chez Moët & Cie Private, notre vocation, c'est de pousser les cuvées d'exception de chacune de nos maisons. C'est évident, mais pas que. C'est aussi de créer des offres dédiées en collaboration avec des artistes, avec d'autres maisons, des offres numérotées, limitées. Et donc, on a une hétérogénéité, évidemment, selon les régions, avec des très belles ventes qui peuvent se faire d'une région et moins dans une autre parce que culturellement, on va moins consommer ce type de catégorie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'AMH, c'est une matrice formidable entre les maisons Moët & Cie et la distribution. Donc, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, il est plus important en Asie parce qu'on a plus de force de vente en Asie, quoique ça s'équilibre de plus en plus sur les 3 régions. Mais surtout, il est cross-channel, cross-maison. Et c'est la beauté finalement du portefeuille, encore une fois, à Moët & Cie. Je pense que c'est la puissance du groupe, c'est de ne pas proposer que du champagne, mais de pouvoir remplir aujourd'hui la cave avec plusieurs maisons iconiques. Très bien. Écoute, merci pour ta participation et pour le partage autour de cette cellule hyper VIP de la maison Moët & Cie. Merci. Merci. J'accueille maintenant Isabelle Claire d'Aéro Affaires. Isabelle, merci de participer. Si tu devais déjà résumer en une seule phrase l'expérience Aéro Affaires pour que notre audience déjà sache ce que tu proposes au quotidien. Très bien, bonsoir à tous. Merci Eric et Nicolas pour l'organisation de ce webinaire. Pour résumer, Aéro Affaires, c'est l'art de faire gagner du temps à nos clients en prenant en charge chaque détail de leur déplacement via l'aviation sur mesure. On fait la location de jets privés dans le monde entier. Du premier appel pour la demande de devis
à l'arrivée à destination finale. Donc, c'est pour ça qu'on a une flotte qui est extrêmement large d'avions qu'on propose à nos clients. Ça va du 3 places avec un avion à hélice très économique au Falcon 7X, qui est un jet privé plutôt luxe, dont évidemment le coût de la location sera plus élevé. Et donc, on va pouvoir proposer autant de solutions que de besoins clients. Et justement, tu disais le temps est une ressource précieuse dans l'univers du luxe. Comment vous transformez un déplacement aérien finalement en un moment d'exception, en un moment singulier qui va bien au-delà juste du fait de se déplacer? C'est très juste. En fait, dans le luxe, le temps, ce n'est pas seulement une ressource rare, c'est une matière précieuse qu'on doit façonner. Et chez Aéroaffaires, on ne cherche pas à faire passer le temps, mais à le rendre vraiment utile, fluide. Et on doit surprendre les clients en anticipant leurs besoins et en se souvenant de ce qu'ils apprécient, que ce soit au sol, donc autour du déplacement aérien ou à bord du jet privé. Donc, c'est effectivement se souvenir de ce qu'il apprécie boire, de ce qu'il apprécie manger à bord, le type de voiture à l'arrivée, est-ce que c'est une classe S, une Maybach, puisqu'en fait, vraiment, en tant que conciergerie aérienne, on va vraiment venir s'occuper vraiment en manière door-to-door du lieu de départ du client jusqu'à sa destination finale. Donc, il y a l'avion au milieu, mais au final, il y a beaucoup d'autres choses que juste l'avion, parce que si vous prenez un avion et que vous attendez à l'arrivée 30 minutes un taxi ou un chauffeur, la prestation est pas au niveau attendu du client. Donc, effectivement, le client va vraiment attendre de nous qu'on anticipe chacun de ces points, parce que c'est souvent des agendas ultra minutés et la réactivité aussi de nos équipes et la personnalisation dans la communication entre nos clients et les passagers, qui peuvent être d'ailleurs pas les mêmes personnes, hein. Ça peut être des conciergeries qui louent pour le compte de leurs clients un avion. On doit vraiment faire gagner du temps et aux passagers, mais aussi avec tous les gens avec qui on orchestre le déplacement. Quand on dit gagner du temps, pour se rendre compte, entre le moment où on va arriver au terminal et le moment où on est dans l'avion, c'est à peu près 20 minutes. Quand on compare à un aéroport classique, on se rend compte du gain de temps hyper important que cela permet. Et justement, on en parlait sur le défi logistique qui est mis en place, parce que parfois, vous avez des réservations de jets du jour pour le lendemain ou quasiment. Comment vous réagissez à cette demande worldwide? D'ailleurs, tu ne perds pas qu'uniquement que depuis le Bourget. Exactement. En fait, nous, en tant que courtier aérien, si vous voulez, on a accès à plus de 20 000 avions disponibles à la location dans le monde entier. Donc, notre rôle, c'est évidemment de conseiller les gens qui nous appellent pour se déplacer sur le choix de l'avion ou le choix de l'aéroport, et ensuite, vraiment, de bien comprendre derrière ce déplacement qui représente un coût, quelles sont les motivations pour louer le jet privé. Parce qu'en fait, pour se déplacer de Paris à Nice, vous avez le train, vous avez la ligne commerciale, vous avez la voiture, vous avez aussi l'aviation sur mesure. Mais du coup, quand ils nous appellent, c'est que généralement, ils ont déjà réfléchi aux autres alternatives. Donc, c'est vraiment à nos experts aériens de vraiment comprendre les enjeux derrière le déplacement. Ça peut être gagner du temps, ça peut être offrir une expérience de luxe et d'avoir justement ce confort et cette absence de stress, en fait. Parce que quand on arrive dans un terminal, je pense notamment au Bourget, c'est vrai que c'est les codes de l'hospitality qui sont appliqués, hein. C'est vraiment, vous rentrez dans un terminal, la notion de service se rapproche vraiment, et c'est vrai que la personne qui parlait du Ritz, on est vraiment sur les mêmes codes de surprendre le client et en créant les mentions sans que ça se voit, en fait. Donc, c'est plein, en fait, notre métier, c'est une succession de petits détails qui, mis de manière isolée, peut paraître sans importance, mais en fait, toute la chaîne cumulée, c'est là où le client va voir le niveau d'excellence qu'on doit mettre en œuvre pour que son déplacement, même s'il peut y avoir plein d'aléas, parce que les aéroports sont des écosystèmes vivants, un Paris-Nice n'est pas le même le 7 janvier qu'au moment du Festival de Cannes ou au moment des grèves aériennes la semaine dernière, par exemple. Donc, en fait, nous, notre métier, c'est d'anticiper au maximum ce que le client veut pour ensuite, quand on doit gérer l'aléa, et il est permanent, c'est-à-dire qu'on gère des problèmes, en fait, toute la journée. Les personnes de l'équipe, ils doivent être problem solver. On ne gère que des choses que le client ne doit pas voir. Si c'est vraiment très important, on est transparent avec le client. Et par contre, on lui dit, voilà, on a par exemple un créneau qui va prendre un peu plus de temps parce que le trafic aérien est surchargé. On est en train de travailler dessus. Donc, on est en permanence en train de gérer
l'imprévu. Et c'est ça vraiment que le client vient chercher, c'est qu'on lui libère de la charge mentale et que finalement les coulisses du vol, il ne les voit pas. Et c'est vraiment ça qui vient décharger chez nous dans le déplacement. C'est vraiment important à ce moment-là. Et justement, cette confiance que tu vas avoir au fil des déplacements aussi que vous allez avoir avec vos clients. Eric, tu as le jet privé, c'est un objet fantasmatique dans les high networks. Il est dans toutes les séries Succession, même la scène entre guillemets du patriarche. Il meurt dans un jet privé, donc on est dans un fantasme contemporain complet. On a une vision des fois un petit peu figée, mais est-ce qu'il y a des tendances? Alors j'ai envie de dire, c'est à la fois du jet et des attentes par rapport au jet privé. Alors, on a vu ce rapport au temps, mais si on va au-delà. Alors effectivement, il y a quand même une image d'Épinal qui est un peu faussée, parce que c'est vrai qu'on imagine tout de suite jet privé, hôtel, champagne. La réalité de notre métier, c'est que l'avion, évidemment, peut être une expérience, et je le vois quand on travaille avec des marques de luxe qui veulent emmener leurs meilleurs clients, c'est ce qu'elles vont venir chercher. La grosse partie de nos clients, quand même, sont des décideurs, des chefs d'entreprise qui veulent en fait avoir accès à de l'efficacité. Et aussi dans un cadre d'urgence, parce que voilà, ils ont leur vol commercial qui est annulé, là ils nous appellent, vous voyez, là mes équipes sont en train de travailler sur l'évaluation d'un vol Air France Paris-Biarritz, et du coup là nous on se prend une décharge entre guillemets d'appel, parce que les personnes ont des impératifs derrière le vol qui peuvent être des rendez-vous très importants, des signatures de contrats, ça peut être beaucoup de choses. Donc l'image, si vous voulez, du jet privé à 60 millions, c'est pas du tout notre quotidien. On affrète vraiment de l'avion à hélice 3-4 places qui va faire Paris-Marseille ou Paris-Genève ou Genève-Londres. Et entre l'avion, on va dire, à hélice, qui est en transport public de passagers, donc avec tous les critères de sécurité requis par notre profession, jusqu'au Falcon 7X, il y a aussi un monde entre les deux où il y a plein d'autres avions qui vont effectivement soit aller un peu plus vite que l'avion à hélice. Donc, c'est vraiment à nous de mettre à disposition plusieurs offres. Donc, quand on nous demande un devis, on propose systématiquement plusieurs types de cabines pour que justement le client puisse comparer déjà les tarifs et aussi les degrés de confort à bord. Parce que si vous prenez par exemple un jet Citation Mustang, c'est 4 places, il n'y a pas de toilette à bord, il y aura de l'open bar et du snacking, mais il n'y a pas d'hôtesse à bord, il y a les deux pilotes et il y a le temps de gagner effectivement parce que vous arrivez 20 minutes avant de décoller dans le terminal de l'aéroport de départ et pareil à l'arrivée. Donc vous n'avez aucune perte de temps et c'est un processus d'embarquement qui sont les mêmes que dans l'aviation commerciale, sauf qu'ils sont évidemment beaucoup plus aseptisés parce que dans le salon, le client est seul et peut continuer à travailler s'il a besoin, ou une famille, on met à disposition pour que les enfants puissent jouer. Enfin voilà, on s'adapte après en fonction des passagers qu'on a à bord. En tant que femme dans cet univers, c'est une entreprise familiale que tu as repris. Comment tu arrives à vivre dans cet univers qui est exigeant, qui est confidentiel, qui est aussi parfois empreint de questionnement parce que les gens ne connaissent pas? Comment tu vis tout ça au quotidien en tant que dirigeante? Je dirais qu'en tant que femme ou homme, je pense que moi je suis passionnée par le service et en fait trouver des solutions pour des clients qui ont un impératif. Donc c'est vraiment moi ça qui m'anime au quotidien et je pense que mes équipes aussi. C'est vraiment il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est-à-dire que quand on se lève tous les jours de l'année, on dépend du calendrier géopolitique, sportif. Il y a plein de choses qu'on se doit de connaître de l'actualité. Vous voyez par exemple le conflit en Ukraine, ça a un impact sur notre industrie parce qu'il y a une augmentation du coût du kérosène, où il y a surtout des zones de survol où on ne peut pas se rendre. Donc, c'est, je dirais, en tant que dirigeante et dans la crédibilité, si vous voulez, le fait que ça soit effectivement une entreprise familiale, moi, c'est un héritage que je dois transmettre. On fait en tout cas le mieux pour servir nos clients et il n'y a pas tellement de genre sur cette profession. Ce qu'attendent les clients et je pense les gens avec qui je travaille, donc les prestataires, les opérateurs aériens, c'est qu'on soit réactif,
qu'on soit de très bons communicants parce qu'on fait le chef d'orchestre sur tous les affrètements. Et ça, c'est vraiment ça qu'attendent les gens avec qui je travaille et que ce soit mes équipes ou évidemment nos clients et partenaires. Une dernière question pour toi. Comment tu vois l'évolution du marché? On voit que c'est une forte augmentation là, depuis quelques années. Est-ce que tu penses que ce trend positif va continuer? Comment vous le voyez? Effectivement, je pense qu'il y a vraiment eu une grosse… depuis la crise du Covid, le marché de l'aviation d'affaires, il a connu des mutations qui sont profondes et on observe depuis 5 ans que c'est de plus en plus marqué chaque saison. Donc, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a un élargissement durable de la clientèle qui a commencé à tester l'aviation sur mesure pendant et après le Covid, quand les lignes commerciales ont mis du temps à retrouver les volumes qu'on connaissait en 2019. Donc, ces nouveaux entrants, c'est des entrepreneurs tech, des familles fortunées, des personnalités publiques et il y a aussi des utilisateurs occasionnels qui sont devenus récurrents parce qu'ils sont séduits par la fiabilité, la discrétion et la réduction du temps exposé dans les aéroports. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est l'accélération de l'utilisation de l'aviation d'affaires aussi dans les usages de loisirs et de lifestyle. C'est pour ça que nous, on se rapproche de plus en plus de groupes d'hôtellerie parce qu'on voit que nos codes sont de plus en plus similaires en fait et intégrés. C'est-à-dire que le client aujourd'hui, ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir vraiment un service 360. Il veut un interlocuteur unique, donc il a un expert aérien, mais il veut être capable de pouvoir lui demander d'autres choses, en tout cas d'être capable de coordonner. Par exemple, un Américain, quand il vient en France, généralement, il va prendre la ligne commerciale, la First, par exemple, avec Air France, et il va attendre de nous qu'on mette un greeter à l'aéroport, à CDG, pour lui faire gagner ses précieuses minutes pour se rendre au Bourget et arriver, par exemple, je dis à Saint-Tropez, que l'hôtel à Saint-Tropez, on soit déjà nous-mêmes en contact avec eux pour que finalement le premier visage de la France, ça soit l'aéroport. Okay. Et après, dans les autres grosses tendances, et ça je pense que c'est quand même important de notifier, il y a la digitalisation, évidemment, on en a beaucoup parlé avec les intervenants précédents. Nous, on voit quand même une augmentation accrue, notamment des paiements par crypto-monnaie, donc on s'adapte, on doit vraiment conjuguer entre tradition et héritage d'une société qui a 35 ans et en même temps être à la pointe de l'innovation dans la connaissance de nos clients, mais aussi dans la sécurisation des paiements, parce que vraiment les paiements sont faits à distance et dans l'urgence, donc il faut vraiment qu'on s'assure que de la provenance des fonds et de la sécurisation. Et dernière tendance, c'est la tension sur les flottes aériennes et les opérateurs aériens, parce qu'avec tous les conflits qu'il y a au niveau mondial, il y a un ralentissement de la production d'appareils neufs, il y a une pénurie de pilotes qualifiés, et du coup, ça crée une forte pression sur les prix et la disponibilité en haute saison. Et en parallèle de ça, il y a les augmentations des taxes sur les jets privés dans toute l'Europe, et en France, ça a été mis en place au 1er mars. Pourtant, ça n'empêche pas que la demande continue à augmenter. Ce qui est difficile, là, c'est de servir le client. Vous voyez, là, on a ce qu'on appelle un ASAP, donc une demande en urgence. Là, j'ai mes équipes qui travaillent derrière moi. On a de plus en plus de mal à trouver des avions en dernière minute parce qu'en fait, la flotte, même si en Europe, il y a déjà 5000 appareils, ça ne suffit pas d'avril à en gros mi-octobre, qui est vraiment, nous, la grosse saison. Bon merci beaucoup Isabelle, et tu le mentionnais, des paiements en crypto, donc du jet privé à crypto.com, il n'y a qu'un pas au niveau du paiement, donc le lien est tout trouvé. Merci pour ta participation, et on accueille Thomas Prévost désormais de crypto.com, justement, qui va nous parler de paiement, d'économie, du luxe en crypto. Alors, on associe iNetworks et crypto très naturellement. Est-ce que c'est l'effet Trump? Je ne sais pas. Mais du coup, chez crypto.com, la part des iNetworks, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il y a une surpondération par rapport, entre guillemets, à un service bancaire classique? Bonjour à tous déjà, bonne question. En fait, pour parler des clients au sens large des plateformes crypto en général et des nôtres, c'est avant tout une population qui est vraiment digital native en fait, une population assez généralement internationale, exigeante, et qui voit la crypto comme un levier de diversification aussi d'expression identitaire, et vraiment une clientèle qui cherche
surtout à vivre, surtout les high net worth qui cherchent à vivre des expériences exclusives, des expériences authentiques, des choses à forte valeur statutaire en fait. Donc en fait, c'est vraiment imprégné des codes du luxe. On a déjà pu tester ces expériences exclusives ou des perks qu'on peut offrir avec des marques partenaires à nous. Donc, par exemple, on a fait des pop-up où on privatise des boutiques de certaines maisons de luxe pour inviter certains de nos top clients, pour leur faire découvrir, par exemple, une collection exclusive ou assister à un défilé privé, rencontrer des ambassadeurs de la marque, les inviter à faire des achats en fait, dans un cadre qui est vraiment exclusif et vraiment personnalisé. Ça, c'est des choses qui résonnent très, très fort pour ce type de personas. Et d'ailleurs, on est en mesure d'utiliser nos data en fait, pour identifier les personas qui dépensent déjà de la crypto pour faire des achats de produits de luxe. Et on peut les linker aussi avec les marques pour lesquelles on sait qu'ils ont un appétit. Donc, alors, une question de quotidienneté, en fait. Est-ce que du coup, cette utilisation de ces cibles au quotidien, est-ce que du coup, ils vivent la crypto au quotidien ou si c'est pour des moments de paiement clés, entre guillemets, symboliques? On peut répondre oui aux deux, en fait, typiquement via nos cartes crypto. Donc, on a des cartes qui sont des cartes crypto.com, mais Visa, Mastercard. Hein, on a déjà toute une population d'utilisateurs, y compris un large groupe de clients high net worth en crypto, enfin crypto riches, qui peut déjà convertir et dépenser leur crypto au quotidien pour des achats de la vie de tous les jours, mais aussi pour des achats de luxe. Donc, en fait, c'est un vrai pouvoir d'achat alternatif qui représente une opportunité vraiment concrète pour les maisons de luxe, surtout en période de forte croissance des valeurs crypto. Et on sait que les maisons de luxe sont prudentes, typiquement quant à l'intégration de solutions de paiement crypto dans leur point de retail ou sur leur e-commerce, mais on leur démontre assez facilement avec des case studies, des cas d'études ou des opérations crypto-card qu'on a fait avec Visa, qu'elles ont déjà une clientèle de crypto-shoppers, ce qui généralement, ça les motive à passer à l'étape suivante et ça leur permet ensuite d'accéder vraiment à des millions de clients crypto.com et détenteurs de crypto en général, avec des outils de checkout commerce comme crypto.com Pay. Donc aujourd'hui, se passer d'une solution de paiement en crypto, c'est simplement ignorer toute une clientèle qui est aisée, qui est sophistiquée et qui est parfaitement en cœur de cible pour les marques de luxe. Et justement, on se rappelle, il y a 2 ans, les premiers paiements Gucci à Miami. Alors forcément, sur la Floride, il y a une grosse communauté crypto. Aujourd'hui, on en parle moins, en fait. Est-ce que c'est devenu de la quiet tech, entre guillemets? C'est un service indispensable. Il y a une vraie démocratisation de ces paiements en crypto. Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus leaders que d'autres? Je parle marques de luxe. Je pense que c'est vraiment une question de l'image que ces marques veulent véhiculer. Par exemple, on vient de parler donc, de l'intégration en point de vente ou en e-commerce, notre plateforme de paiement. Mais quand les marques mettent ça en avant, ça les aide à véhiculer une image d'innovation, de modernité, tout en leur donnant accès à un nouveau pouvoir d'achat qui concerne de plus en plus de monde. Ensuite, il y a le fait que ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en partenariat avec ces marques pour les éduquer ensuite sur le fait que le paiement crypto, ça offre une expérience d'achat qui est vraiment sécurisée, qui est fluide. C'est très attractif pour une clientèle qui est assez, on va dire, moderne. Il y a aussi des incentives pour le consommateur via ils ont des rewards sous forme de cashback qui rétribuent des achats faits en crypto, qui leur permet de récupérer les tokens CRO, par exemple chez nous, c'est la crypto-monnaie native de notre écosystème qui peut être utilisée sur notre plateforme pour ensuite avoir accès à d'autres avantages premium. Ça donne accès à des lounges, à des discounts chez des marchands partenaires. Aussi, on a depuis l'automne dernier, on a une offre, on a un partenariat avec Accor qui permet de convertir des points, des cryptos en points de fidélité Accor via leur programme All. Et ensuite, les utilisateurs peuvent utiliser ces points pour faire des réservations dans des hôtels du groupe, aussi accéder à des expériences uniques. Ça, c'est les genres de choses qu'ils offrent également. Donc, ouais, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et qui dit crypto dit blockchain, justement. Est-ce que vous avez vu, alors il y a eu une énorme tendance Web3, ou même le luxe était à l'avant-garde du Web3. Là, le Web3 a quasiment disparu. Néanmoins, on voit toujours des initiatives blockchain, relations clients, luxe, crypto. Ça marche toujours. Est-ce que ça touche des populations très spécifiques ou ça commence à se démocratiser?
Je pense que à l'avenir, en fait, je pense que la technologie blockchain elle-même, elle va s'effacer, enfin, plutôt, elle va s'abstraire pour laisser place à vraiment une relation client augmentée, en fait. Donc, ça restera transactionnel, mais sans être intrusif. Et ça permettra de lier des produits physiques à des assets digitaux. Ça, c'est des choses qui se font déjà, comme les digital twins, on en entend souvent parler. Ou même des passeports digitaux qui permettent de tracer l'authenticité d'objets de luxe. Et qui sont finalement pas si utilisés que ça. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est que on l'a vu à Vivatech, le passeport numérique a d'informations vraiment passionnantes, mais finalement, elles sont assez peu utilisées finalement par le client final. C'est les cas d'usage qui mettent du temps à se mettre en place, Exactement. mais justement, c'est en accompagnant les marques, les marchands, et ensuite en éduquant aussi leurs consommateurs à utiliser en fait cette nouvelle technologie qui est maintenant, on va dire, qui se démocratise. On peut aussi penser à des choses qu'on appelait les NFT avant, mais c'est simplement des objets digitaux rares qui peuvent être utilisés pour faire des programmes de fidélité tokenisés, qui peuvent donner accès à des produits ou des expériences exclusives. En fait, tout ça converge vers un clienteling, on va dire, augmenté, et 100% traçable et vraiment personnalisé. Il y a déjà des marques qui savent faire ça aujourd'hui, qui savent lier les usages crypto dans leur CRM et leurs outils de clienteling. Et il y a des marques qui font ça de façon très fluide. Nous, on travaille avec des partenaires comme Absolute Labs qui accompagnent des marchands dans cette transition, qu'on peut appeler le Web3 commerce. Et c'est en développant ces cas d'usage et en travaillant au plus près avec les marchands qu'on arrive à démocratiser la technologie, en fait. Et une dernière question, et merci de cet éclairage. Crypto et luxe, est-ce que vous voyez des valeurs communes justement entre ces deux mondes? Je pense que le parallèle est assez clair, notamment par rapport au profil des utilisateurs ou des clients du luxe, mais il y a certaines valeurs comme exclusivité, rareté, innovation, prestige, ça c'est parfaitement intégré dans les codes du luxe. Et donc adopter des nouveaux usages crypto pour les maisons de luxe, c'est vraiment envoyer un signal très fort à des clients potentiels, qui sont des clients généralement fortunés, sophistiqués, souvent leaders d'opinion même, en matière d'innovation et de comportements digitaux. Et surtout, nous, on a des technologies qui permettent d'identifier parmi les visiteurs d'un site ou d'une app mobile des clients premium basés sur des personas qu'on a cartographiés selon leurs achats qu'ils ont déjà fait avec leur carte crypto. Donc, par exemple, des amateurs de montres de luxe, de joaillerie, de soins beauté haut de gamme, d'aviation privée, par exemple. C'est des personas qui sont définis dans le Web 2 via des trajets d'utilisateurs dans l'e-commerce classique, mais qui matchent vraiment avec des personas Web 3 qui sont nos utilisateurs de cartes et les utilisateurs de notre plateforme. Un grand merci Thomas et de cet éclairage crypto qui nous paraissait vraiment indispensable ici. On va terminer avec ce webinaire fondamental. On l'a vu, on a voyagé à travers 3 univers. On a vu cette étude qui révèle des insights nouveaux. Moi, je rejoins sur cette notion de luxe transformatif ici, qui est une nouvelle promesse, avec cette beauté, hospitalité, longévité au centre. Eh bien, quelle magnifique conclusion sur ce premier semestre qui a été vif. Plus de 10 lives, 4 webinars, 6 lives. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je tenais à vous remercier. On a vu une fois de plus la communauté, sa dimension brillante du journal du luxe. On voyait vos commentaires qui accompagnaient vraiment le mouvement. Nicolas, un grand merci de nous avoir accompagnés à nouveau. On va vous souhaiter d'excellentes vacances. Il va falloir recharger entre guillemets les batteries car la rentrée s'annonce passionnante. Et je peux vous dire déjà, donc, on revient le 11 septembre pour la reprise des lives intelligence sur LinkedIn. Et une nouvelle, nous aurons 4 événements physiques au deuxième semestre. Donc, on accélère encore plus, toujours pour se battre sur la résilience économique du luxe, avec un événement fin septembre où on va parler beaucoup de résonance avec nos amis d'Ipsos. Et puis, on va aussi avoir un webinaire hybride sur la thématique du sport, plus le retour des trophées luxe et résilience, un grand événement Capgemini, Journal du luxe. Je remercie Anne-Laure Colcy qui nous a révélé cette étude exclusive que vous pouvez retrouver
sur le site Capgemini Frog. Mes amis, je vous souhaite une excellente soirée, de très bonnes vacances et vive le luxe, vive les high networks et voilà. Et voilà. Merci à tous, bonne soirée, passez un très bel été et on se donne rendez-vous à partir de septembre. Merci à vous.